L'épisode que vous allez voir, c'est le premier épisode que j'ai enregistré pour la saison 3. Il devait être diffusé genre le deuxième ou le troisième. Mais il y a plein de choses qui ont fait que maintenant, il n'est diffusé que là. Merci Rod. Bonjour, je suis Sébastien Ragnan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Vous pouvez me retrouver sur aucoindujour.fr, sur Facebook /aucoindujour ou sur Facebook /fun4 si vous voulez suivre les actualités. Cette semaine, on va parler concert et c'est la première fois dans F1.4 qu'on parle photo de concert, photo de musique. C'est assez bizarre d'ailleurs parce que moi j'en ai fait pendant 2 ans et j'en ai encore pas parlé, donc je vais en parler maintenant. Enfin, c'est pas moi qui vais en parler, j'ai fait la rencontre de Rod Morris, que je pense ceux qui suivent la photo de musique connaissent, parce que ça a été le créateur du site Le Hibou, qui était vraiment un des meilleurs sites de photos de concert. En tout cas, j'ai pu rencontrer ce personnage-là juste avant de partir de Rennes, juste avant d'emménager à Lyon. Juste le jour avant que je parte, il y a Rod qui me fait « Ouais, ok, là je peux. Bon, et ben, ok. » J'y vais, c'est comme ça. Ce que je faisais, avoir des plans séquences hyper improvisés, dans des choses qui s'apparentent plutôt maintenant à un mélange de clips, de sessions acoustiques, parce que ça reste des prises live, mais avec des plans beaucoup plus travaillés et puis surtout moins dans l'urgence. Maintenant, je reste avec un artiste 3 ou 4 heures pour faire une vidéo de 5 minutes. Donc voilà, pour moi, c'est une sorte d'aboutissement, même si c'est moins spontané. La spontanéité a ses limites quant à l'intérêt musical. Il y a des fois, il faut vraiment plus mettre en avant un artiste plutôt que sa capacité à dire ah, tiens, je suis capable de faire un plan séquence fou de 3 minutes. Ouais. Mais il faut penser à l'artiste au final en fait. Quand tu as commencé la photo, encore plus la photo de concert? Donc du coup, tes spectateurs et toi vont avoir à peu près l'exclusivité de mon vrai parcours, parce que en fait, j'ai commencé en 99 la photo en achetant un numérique à la Fnac à 4200 francs à l'époque, 1 mégapixel, 2 modes de couleur possibles, chaud-froid, donc c'était très rouge ou très bleu. Le modèle c'était le Kodak DC240 qui était plus gros qu'un 5D, enfin c'était vraiment les premiers numériques de l'époque, c'était voilà. Et en gros moi j'avais jamais fait de photos vraiment jusqu'à maintenant, à part bien sûr quand j'étais gamin je faisais des Polaroid et des jetables, mais jamais vraiment de manière impliquée. Je sortais avec une fille merveilleusement belle à Rouen, et moi à l'époque j'habitais à l'est de la France, mon département d'origine c'est la Haute-Marne. Je vous laisse regarder dans Google où c'est plus paumé que la Creuse et la Corrèze. Pendant 1 an et demi, j'ai pas arrêté de faire des allers-retours pour aller la voir. Et quand je me suis installé, elle m'a plaqué. Voilà, je suis arrivé dans une ville que je connaissais absolument pas. J'étais de nature relativement très timide. Et en plus, au-delà de ça, c'est que j'étais hyper introverti. Je me sentais très mal dans ma peau. Et alors, on me demande pas pourquoi j'ai fait ça, mais je suis allé un jour à la Fnac et je me suis dit ah bah tiens, c'est cool un appareil photo. Et le soir même, je voulais le tester. Et la seule solution pour moi de le tester, c'était de rentrer dans un bar et de me confronter à des gens. Et pourquoi tu as fait ça? Je sais pas, voilà, ça même quand j'y repense, je me dis mais j'étais complètement taré à l'époque. Et en fait j'ai shooté des gens et j'ai créé vite fait une page internet à l'arrache, c'était sur une sorte d'hébergeur gratos à l'époque qui s'appelait chez.com en fait, sans explication aussi logique. Ça a cartonné dès le premier jour, enfin j'ai eu 400 visiteurs le premier jour, alors que j'avais juste parlé aux gens que j'avais pris en photo, j'avais pris une vingtaine de personnes. Je sais même pas si t'imagines quelqu'un de timide qui devenait tout rouge, honteux, rien que demander une baguette de pain boulangère, se pointer dans un lieu qui n'est pas du tout son univers, parce que voilà, moi j'ai un milieu plutôt métal ainsi de suite, et tu te retrouves dans une soirée où c'est que des gens qui écoutent de la dance techno bas de gamme, enfin voilà, tu vois. Même quand j'y repense, je me dis mais pourquoi j'ai fait ça? Et en fait ça a marché, et donc du coup pendant de 99 à 2006, j'ai dû shooter, je pense, peut-être 150 000, 200 000 personnes en fait, à travers toutes les soirées qu'il y avait à Rouen, parce que j'habitais à Rouen. Et en fait, le succès, sur les bords non mais en gros, avant même les Sound Night et Chill Light, ainsi de suite. En fait, voilà, si tu veux, c'était un peu le. Il y avait 2-3 sites comme ça en France pour chacune de leurs villes, mais il n'y avait pas encore de trucs un peu genre Chill Light qui regroupe genre 50 000 pays, enfin voilà, c'était vraiment très marginal à l'époque. Et en gros, j'ai appris à ne plus être timide déjà, donc c'est déjà bien d'une part. Puis deux, ça m'a permis vraiment d'être confronté à des gens que je connaissais pas. Et ça, je sais que plus tard, ça va vachement me servir pour les photos de concert, notamment pour shooter des photos de public, d'ambiance. C'est beaucoup plus simple de shooter des gens dans les concerts que dans des bars où ils sont en train de boire des verres entre potes. Tu vois, et puis toi, tu arrives, c'est un peu l'intrus et tu squattes la scène finalement. J'ai commencé à faire les photos vraiment de concert fin 2005, parce qu'en gros, mon site est devenu très très gros à Rouen, parce qu'on faisait plus de 150 000 visiteurs par mois, ce qui pour une ville de 100 000 habitants était plutôt cool. J'avais sorti aussi un magazine. J'étais à la fois présent en version papier, où je mettais les photos des soirées que je faisais, et la version web qui marchait très très bien, parce que c'était vraiment au jour le jour. Je sortais tous les jours, et je faisais à peu près 8-10 bars par jour en fait. Mais donc, ça avait un but artistique ou... Aucun, mais c'est ça. L'artistique, on va y venir quand j'ai commencé à faire les photos de concert. Les salles principales de Rouen, il y en avait 2. C'était une qui s'appelait l'Exocet, qui entre-temps n'existe plus,
et celle qui existe toujours, c'est le Zénith de Rouen. Ils ont été surtout intéressés par le côté impact de ce que je faisais. Et moi, en fait, j'ai commencé vraiment à goûter à la photo de concert parce que je commençais à être un peu lassé de shooter les gens. Bah, toi, je te dis, plus de 100 000 portraits, il y a un moment. Bon, là, puis surtout, c'est des gens qui n'ont rien à foutre. Toi, c'était le côté vachement, c'était le début de l'égomania. Enfin, voilà, c'est le selfie avant le selfie. Enfin, c'était des gens qui voulaient juste être pris en photo. C'était que ce soit. Voilà, ouais, aussi, ouais, carrément, exactement ça. Moi, au départ, je suis musicien. J'ai commencé à faire de la musique à l'âge de 15 ans dans un groupe de métal. Et pour moi, à ce moment-là, c'est comme si les propositions que me faisait le Zénith et Exocet, c'était un peu une sorte de fantasme. C'est-à-dire pouvoir concilier la photo que j'aimais faire, même si c'était pas pour l'instant dans un but artistique, et puis la musique, parce que voilà, je suis très fan de la musique. Alors, le problème, c'est qu'avec le Zénith, j'ai pas été déçu, parce que mes premiers concerts, c'était Johnny Hallyday, Laurie, enfin voilà, c'était quand même des trucs au secours, quoi. Et puis de l'autre côté, Exocet, c'était quand même des trucs vachement plus alternatifs. Donc là, c'est comment j'ai commencé à voir la scène française, style Dionysos, Matmata, Kyo, hein, voilà. Donc c'était pas encore ça, mais je savais que par contre, les concerts me plaisaient. Et c'est là où mon projet a carrément switché, où je faisais plus que moitié de gens de soirée, discothèque, bar comme avant. Et après, c'était que des concerts, et y compris dans des caves. Il y a une cave merveilleuse, un bar merveilleux à Rouen qui s'appelle l'Emporium, et qui avait une scène alternative, mais juste extraordinaire. Genre, tu vois, t'avais des groupes goth, punk, garage. Enfin, c'était vraiment incroyable, avec des lumières entièrement rouges. Et là, clairement, au niveau technique, t'es obligé de faire un bond énorme, parce que sinon, t'as juste 0 cliché qui reviennent à chaque fois. Surtout qu'il faut se rappeler que quand j'ai commencé, c'était en 2005, et qu'à ce moment-là, le seul appareil potable, c'était des bridges, en fait, finalement. Le 300D de Canon, c'était pas vraiment ça. Il y a vraiment qu'à partir du moment où le D50 de Nikon que j'ai eu, et le 350D de Canon, qui pour moi est le meilleur jusqu'à maintenant, bas de gamme, jamais sorti, parce qu'en fait il avait des capacités de retouche assez folles, parce qu'après quand ils ont augmenté la taille du capteur, on a commencé à avoir des gros problèmes de pixelisation en basse lumière, ainsi de suite, chose que n'avait pas le 350D. On va dire que 2006 c'est vraiment l'année charnière, parce que je rencontre une nana dans une salle de concert, le Trianon transatlantique, exactement ça. En fait, je la rencontre et je crois qu'on flash, et en fait elle habite Paris. Et là je refais exactement la même chose que ce que j'ai fait quand je suis arrivé à Rouen. J'ai tout plaqué, voilà, sans me poser de questions, et je suis allé habiter quasiment du jour au lendemain à Paris. Et là, en gros, quand je suis arrivé, je me suis aperçu qu'il y avait la tonne de blogs, la tonne de photographes de concerts, ainsi de suite. Là où j'étais quasiment tout seul à Rouen, je passais d'un truc un peu genre sur mes acquis, Pacha, tout le monde me connaît, à genre je vais être juste un photographe parmi tant d'autres. Ça a été mon premier choc d'humilité, si tu veux, parce qu'il y a un moment, tu as vite fait te glorifier toi-même parce que tu crois que ce que tu fais est bien et important, et en fait, non, tu es juste un photographe parmi 100 millions, 200 millions qui existent à travers la planète. Donc en gros, voilà, tu es confronté à une certaine réalité. Et à Paris, c'est encore beaucoup plus sauvage, parce qu'en fait, tu as des mecs qui sont là depuis toujours, et tu te dis comment je vais faire pour avoir ne serait-ce que ma première accréditation. C'est là où je pense que la photo, avant d'être une histoire de technique ou de ce que tu veux, c'est une histoire de coup de chance. Et dans les coups de chance, c'est les personnes que tu rencontres. Et là, j'ai rencontré une nana qui est toujours sur la place, qui s'appelle Lara Orsal, et qui a été la première à me donner mon passe photo, en fait. Ça a été ma porte d'entrée. Je me suis dit, du coup, je vais ne faire que du concert, parce que j'aurais pu faire aussi des trucs de discothèque à Paris. Il y a tellement de boîtes, mais c'est là où, tu sais, on arrive à 2006, donc 2006, c'est quand même tout ce qui est quand même Soon Night, Till Late, ça, qui sont complètement implantés et qui ont phagocyté le truc et qui font juste des photos toutes les mêmes toutes les semaines, et enfin voilà, sans intérêt artistique. Il y a un moment où tu finis par t'ennuyer, quoi. Et en fait, quand elle a commencé à me donner ça, je me suis dit, bah ouais, c'est bon, j'ai trouvé mon truc. En plus, là, le niveau musical, forcément, en étant à Paris, on aura beau dire ce qu'on veut, mais Paris et peut-être les 2-3 grosses villes de France sont juste en avance de 15 ans sur le reste de la France. Et alors, je sais de quoi je parle, parce qu'en étant à Saint-Malo, je me rends bien compte que voilà, ça évolue pas. Mais c'est même pas la faute de le fait d'être à Paris ou en province, c'est juste que tout est concentré sur Paris. 100% des labels, des tourneurs sont à Paris, donc forcément, enfin 99%. Et donc, du coup, tu arrives avec carrément des gens qui sont avec des concerts privés en permanence, d'artistes qui vont devenir connus demain. Enfin voilà, tu es confronté en avant-première à des vrais talents, et là forcément tout ce qui est la période Glory, tu l'as oublié, quoi. T'es comme ça, tu dis ah ouais, mais là ça y est, musicalement c'est vraiment mon truc. Donc toi tu as fait ton chemin du coup là-dedans? Ouais, carrément. Donc du coup je suis resté à Paris de avril 2006 jusqu'à juin 2012. Et les 3 premières années, ça a été assez déterminant, on va dire, entre guillemets, dans ma réputation. Quand je suis arrivé, il y avait quasiment personne parmi tous les photographes qui mettaient leurs photos du jour au lendemain en ligne. Ils prenaient vachement de temps pour développer leur truc avec leur RAW. Moi je shootais qu'en JPG à l'époque, donc moi le JPG c'était tout de suite et puis basta. Dans le meilleur des cas, je faisais du noir et blanc, donc tu vois, ça allait très très vite. Et en fait, le truc c'est que ça a surpris beaucoup de gens qu'on puisse genre faire des photos de concert et qu'on puisse les mettre tout de suite en ligne le soir même. Et ça c'est grâce finalement à mon époque pétasse en discothèque. Parce qu'en gros, moi quand j'arrivais avec mes 10 albums de 10 bars différents, que je les mettais en ligne la nuit même, ne faire qu'un concert ou 2 concerts par jour, si tu veux,
c'était vraiment des vacances. Tu vois. Puis surtout, il y avait beaucoup moins de travail à faire parce que, en gros, une fois que j'avais mes 15 photos, 20 photos d'artistes, le reste était que des photos d'ambiance, donc ça me prenait quoi, 2 heures de travail au maximum, quoi. Donc ça allait très très vite. Je crois que ce qui a fait que ça a marché, c'est mon support le hibou, parce qu'en gros, à ce moment-là, j'étais un peu tout seul quand je suis arrivé et je faisais tout. Je faisais des articles, des chroniques de CD, des photos de concerts. Il y a plein de gens qui ont commencé à s'intéresser à moi et en particulier d'autres photographes. Et c'est des gens qui ne voulaient pas forcément se lancer comme je m'étais lancé et qui m'ont demandé en fait si en fait ils voulaient rejoindre carrément mon support. Je gagnais pas mal d'argent avec le hibou à Rouen. Ça s'est appelé le hibou pendant 2 mois en fait, parce qu'avant ça s'appelait sorton.net. Et les gens ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. Je leur dis, c'est le verbe sortir à l'impératif, genre un truc tu vois, d'engagement. Mais genre, non, on me disait, mais avec un T à la fin. Bah oui, c'est ça, sortons avec un T à la fin. Comme tout bon français à l'impératif qui se respecte, on met un T à la place du S. Il y a aussi des histoires de prononciation. Dans sorton.net, avec le net, avec le te, c'était quelque chose finalement de très agressif. Et quand tu écoutes le hibou, tu vois, c'est quelque chose de très coolé. Un choix de nom par rapport à un projet est super important pour que ça. À défaut que ça reste dans la mémoire, au moins ça t'agresse pas. Un nom qui agresse, je pense que les gens sont un peu réfractaires naturellement en fait. Voilà. Alors après il y a des contre-exemples, hein, mais en général quand même tu t'aperçois que tous les grands noms de marques sont des choses vachement coulées, fluides, avec très peu de syllabes. Donc quand je suis arrivé, j'ai rencontré 2-3 photographes qui m'ont dit ouais moi ça m'intéresserait ainsi de suite. Et alors je leur ai fait un truc que moi j'avais vécu, le test de la Flèche d'Or. Alors ceux qui font la Flèche d'Or aujourd'hui à Paris ne peuvent pas forcément s'en rendre compte, mais la Flèche d'Or d'il y a 4-5 ans, c'était juste quelque chose proche du ghetto, avec des lumières mais genre apocalyptiques, en strobo, en contre, enfin c'était vraiment pour de la photo de concert, c'était juste un vrai calvaire à vivre. Et je leur disais au mec, pendant X semaines, si t'es capable de me ramener à chaque fois un bon album photo de la Flèche d'Or, je te prends et après tu fais d'autres salles, voilà, style, parce qu'à ce moment-là, très très vite, j'ai pu faire des trucs genre Olympia, Zénith, ainsi de suite, quoi. Alors moi, je les payais pas, mais en fait, je les mettais tout de suite en contact avec l'agent avec qui je bossais, que tout le monde bosse avec, à savoir Dal, et après ils se démerdaient, et donc ça se passait plutôt très très bien, parce qu'à chaque fois, ils ont eu des contrats, donc voilà. Il y avait Alain Grodard, Sarah Bastin, Nicolas Pateau. Je crois que ces trois-là, c'est vraiment, ça a été vraiment les plus grosses révélations, parce que c'est des gens qui étaient déjà, je pense, naturellement doués, mais qui n'avaient pas forcément les accès. Et quand ils ont eu les accès, leur potentiel, il a complètement explosé. Et aujourd'hui, c'est vraiment des très 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 bons photographes, tous dans leur genre en fait. Et je suis super content alors je dis pas que c'est grâce à moi, hein. C'est juste que je suis content de les avoir rencontrés parce qu'ils ont vachement contribué à la qualité du support à l'époque. Et c'est pour ça qu'après, il y avait un effet boule de neige vis-à-vis des labels. C'est qu'ils savaient que tous les photographes qui bossaient pour l'hibou chercher quelque chose plutôt d'artistique que du simple reportage photo. Enfin, quand je dis reportage photo, c'est-à-dire t'as du chanteur cadré et puis voilà, tu cherches pas du tout à faire autre chose. Ce que j'appelle la photo Ouest France. Voilà, la photo Ouest France exactement, ou même pour les gens qui connaissent à Paris, voilà, le Parisien. Enfin voilà, c'est le genre de truc où en fait on s'en fout complètement du cadre. C'est genre, c'est bon, on reconnaît la gueule du mec, c'est bon, je valide. Bon, voilà, même si c'est au flash, même si c'est balance des blancs dégueulasse, on s'en fout, quoi. Enfin, grâce à cette petite équipe, ça nous a permis vraiment d'avoir de plus en plus avoir accès en fait à des concerts, voilà quoi ça. Alors en gros, t'as à peu près le vrai parcours du hibou depuis le début, c'est-à-dire de 99 à, on va dire, jusqu'à 2012. Pendant ce temps-là, toi, tu t'as délaissé un tout petit peu la photo pour commencer la vidéo. Comme je te disais, ce qui est super déterminant dans mon parcours, parce que finalement, je ne peux que la remercier, la nana qui m'a plaqué à Rouen, parce que c'est quand même grâce à elle que j'ai arrêté d'être timide et à faire de la photo. Tu vois, c'est tout con, il n'y a même pas de cause à effet finalement, mais c'est quand même grâce à elle tout ça. En 2008, je suis photographe officiel pour les Eurocaines. Et ça se passe très 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 mal parce qu'une fois arrivé sur place, le job qu'on me demande, c'est pas du tout ce que j'imaginais d'un photographe officiel. Donc c'est genre shooter des pancartes de partenaires, ainsi de suite. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Enfin, tu me fais déplacer de Paris pour ça. Enfin, voilà, je demandais pas forcément all access, mais au moins faire ce que je voulais, quoi. Et en gros, je balance mon pass à la tronche du mec. Je dis, bah c'est bon, je me casse. Personne m'a cru au sérieux, hein, mais je suis reparti. Là où la rencontre est assez intéressante, c'est que des personnes qui m'avaient emmené de Paris à Belfort pour les Eurocaines, ce sont ceux qui en fait sont mécènes pour les Eurocaines, pour la gestion du site internet. En gros, ils sont hébergeurs gratos pour les Eurocaines et pour Solidaise. Ils font pas payer la prestation, ils sont partenaires en fait. Et ils ont vu mon comportement et là où ça aurait fait fuir plein de gens, parce que voilà, clairement à ce moment-là, je suis, je pense, en mode ultimate connard, prétentieux, arrogant. Eux, ça les a carrément intéressés. Ils m'ont dit, pour le peu que t'es resté, t'as fait des photos de ouf. Est-ce que ça t'intéresserait qu'on t'embauche et qu'on rachète ton site? Et enfin voilà, tu vois, vraiment comme ça. Puis moi, je suis comme ça. Je dis, mais c'est quoi cette taré? Enfin voilà, j'étais comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Enfin, d'où ils viennent ces gens-là? En plus, ils avaient l'air vachement jeunes. Ils avaient peut-être 23-24 ans à ce moment-là, tu vois. Donc, ils avaient une société qui s'appelait Typhon, qui est une société d'hébergement vraiment pour les pros, très haut de gamme, avec genre ça tombe jamais en rade. Enfin voilà, c'est genre OVH mais en mieux, quoi. Et en fait, ils me disent, bah voilà, t'aurais besoin de combien par mois pour vivre et pour accepter?
Mais, tu vois, ça semble fou. C'est ce que je te raconte, c'est la vérité, quoi. Et je dis, ben, je sais pas, moi, je dis, à Paris, c'est quand même pas évident, mais je pense qu'avec 2500 bruts par mois, ça me permettrait de racheter du matos, ainsi de suite, régulièrement, parce que là, à ce moment-là, j'avais rien, j'avais juste un 5D, et puis j'avais mis genre des mois pour l'acheter, parce que j'avais acheté en plusieurs mois. Enfin voilà, c'était vraiment très très dur pour moi financièrement à ce moment-là. Et ils me disent, bah c'est bon, banco, il me dit, à partir du 1er janvier 2009, on t'embauche. Bah, je dis ben ok, c'est cool. Et en fait, ça s'est pas passé comme ça. J'aurais demandé de me prêter leur matos à l'époque. Ils avaient un 20D et un 70-200 que j'ai toujours aujourd'hui en fait. En gros, il y avait le premier concert privé de Pete Doherty en fait à la Maroquinerie. C'était la première fois qu'il se produisait dans une petite salle comme ça. J'ai fait une photo qui est pour moi ma meilleure photo. Enfin, j'ai jamais réussi à faire mieux parce que c'est un gros coup de bol. Alors peut-être parce que j'étais excité. Enfin, je sais pas ce que j'avais. Il y avait Charles Gainsbourg à côté de moi. Enfin, je sais pas. Il y avait vraiment. Puis le public était vraiment électrique. Pete Doherty faisait n'importe quoi, mais je trouvais ça en même temps génial. Enfin, tu vois, il y a vraiment. J'étais vraiment dans une atmosphère que j'avais pas ressenti depuis très très longtemps en concert. Et en gros, j'ai fait une photo où en fait il fume, genre il est pensif. Il y a même beaucoup de gens qui m'ont demandé si c'était pas un portrait de studio. Enfin voilà, il a un chapeau haut de forme, et en fait il est carrément perdu comme ça, et sans pose lente. La mise au point elle est pas forcément nickel, mais enfin il se dégage vraiment un vrai truc. Je la poste sur le hibou donc le 29. Et ils m'appellent tout de suite, les mecs me disent non, bah, en fait on va pas faire le 1er janvier, on va signer tout de suite. Voilà, il faut vraiment que le hibou ça prenne une autre dimension. Donc bah, on signe. Et donc comme ça s'est passé le 29 novembre 2008 et que le Canon 5D Mark II est sorti le 15 ou le 16 décembre 2008, ils sont même pas allés à Paris parce qu'ils n'ont pas trouvé à Paris, ils ont fait un aller-retour sans me le dire au Havre, parce qu'il y avait un photographe, enfin un magasin de photos qui vendait au Havre deux 5D en fait. Ils les ont pris, ils m'ont dit bah tiens on t'a ramené deux 5D, mais ils me disent si en plus tu veux faire de la vidéo, parce qu'on avait commencé à parler de vidéo, mais moi ça me faisait chier d'avoir une caméra en fait. Ils disent bah voilà tu testes avec ça. Et là pour te dire à quel point tout ça c'est incroyable, c'est que du coup j'ai fait partie des tout premiers à filmer des artistes en fait avec le 5D, de manière je pense très passable, hein, c'est pas la question, mais ça représentait une nouvelle forme d'image. À cause de ça, on m'a proposé plein d'artistes. C'est-à-dire qu'en gros, on s'en foutait de savoir si je filmais bien ou pas bien, on s'en foutait de savoir si je prenais bien le son ou pas. C'est juste que j'étais le premier à filmer avec un 5D. Et en gros, c'était genre, c'est cool d'avoir une image, genre photo, filmée, enfin voilà, c'est incroyable. Entre le clip et la chanson comme ça, exactement. C'était le live. Et comme ça n'avait jamais été vu, y compris même parce que la Blogothèque a toujours utilisé des caméras traditionnelles, en particulier une caméra que j'ai acquise beaucoup plus tard qui est la Panasonic HMC. Du coup, ça faisait une autre image, et même si c'était la même chose plus ou moins que la Blogothèque, ça faisait quand même un autre style de graphique en fait. Voilà, c'était vachement plus graphique. Et comme moi je viens du milieu de la photo, mes plans de session ressemblaient plus à des plans photo filmés qu'à des plans de caméra classiques en fait. Voilà. Alors même si je suis très loin d'un niveau d'un mec comme Vincent Moon, je pense que c'est ce qui a fait un peu la différence à ce moment-là. Donc en fait, tu vois, c'est même pas une histoire de talent. Je pense pas que j'en ai plus que ça, enfin que n'importe quel autre photographe. C'est juste une histoire, à chaque fois, un bon timing de rencontrer les bonnes personnes et de faire des choses qui, à ce moment-là, parce que je me rappelle que quand j'en avais parlé sur des forums style chasseur d'images, mais je m'étais fait genre juste insulter de tous les noms, genre non, une caméra c'est fait pour filmer, un appareil photo c'est fait pour photographier, tu seras un gros crétin qui fera ça tout seul, c'est de la merde, ça marchera jamais. Aujourd'hui, on sait ce qui se passe par rapport à tout ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout le monde filme avec des DSLR, donc ça me fait marrer quand je retrouve ce post-là, que je lis, je dis, je participe pas, tu vois, mais je me dis, je me suis quand même juste fait tuer par tous le milieu professionnel de l'époque, parce qu'en plus voilà, pour moi je voyais tout de suite l'intérêt en fait photo de la vidéo. Alors après, je m'en suis très vite détaché parce que les clips ont commencé à apparaître comme ça avec des flounettes, genre ah t'as une branche nette, moi je suis devant, alors fait des bon, il y a un moment, tu vois, quand tout le monde l'a fait, je me suis dit il faut vraiment passer à autre chose quoi. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à utiliser un 5D pour vraiment ce que c'est, à savoir sa qualité de dynamique en fait, qu'on a très rarement dans des caméras dans la même gamme de prix. Enfin, faut préciser parce que là, des caméras 30 000, il n'y a pas de problème pour la dynamique. Puis surtout, ce qui était cool, c'était les capacités de déformation de certaines choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, genre les flares. Voilà, quand tu filmes au 70-200 et que tu as une réflexion de lumière quelque part, n'importe quelle caméra n'est pas capable de la faire. Avec le 5D, il y a un côté surréaliste, très photographique une fois de plus. Hein. Voilà, tu l'as en photo et quand tu peux l'avoir en animation, forcément ça claque. Quoi. Voilà. Alors en plus, à ce moment-là, il faut quand même savoir que j'étais dans une sorte de... Je ne veux pas dire vengeresse, parce qu'en fait, moi, voilà, je viens d'un village où il n'y avait même pas de cinéma, il n'y avait pas de salle de concert, il n'y avait pas de festival. Enfin voilà, oui, il y a des départements où ça existe, hein, ce genre d'équation. J'avais une telle soif de culture que plus j'en faisais et plus je voulais en faire. J'étais presque boulimique, tu vois, il n'y avait pas forcément une envie quelconque d'en arriver là, mais genre on me proposait toujours quelque chose et je le faisais. Et alors il y a vraiment la période de charnière, ça a été la période 2010 où j'étais capable de faire
pendant une même journée 2-3 sessions acoustiques, faire 2-3 concerts le soir, d'écrire des chroniques CD, d'écrire des live reports. Tu vois, je faisais ça et j'en mets quasiment pas, je faisais 2 heures par jour. Moi j'étais complètement fou, je disais mais putain c'est génial ce qui m'arrive, faut que j'en profite quoi. Le fait d'être célibataire aide aussi vachement, c'est-à-dire que tu considères pas que la priorité c'est d'avoir quelqu'un, mais c'est d'y aller au bout de tes limites et c'est ce qui s'est passé jusqu'en 2012 en fait. Enfin même 2011 parce qu'à ce moment-là j'ai décidé de switcher et de considérer que ma vie c'était pas ça en fait. Mais on va dire la période Paris très importante c'est 2009-2011 où là j'ai vraiment donné 600% de moi-même, mais ça a payé. Enfin, c'est-à-dire qu'à la fin, mine de rien, je pouvais demander n'importe quel passe photo, je l'avais, je pouvais demander n'importe quel artiste, gros ou petit, à filmer, je l'avais. Et sachant qu'en plus, moi j'avais jamais été dans une démarche de vouloir faire des artistes connus. On me les proposait généralement, mais moi j'ai toujours été plutôt intéressé par tout ce qui est scène indé, parce que c'est toujours eux qui ont eu besoin du contenu. Quelqu'un de connu, on n'a rien à foutre de tes photos. Enfin, tu shootes Metallica. Metallica, tu es juste le photographe 9850e dans le monde à l'avoir fait. Et donc, à défaut d'être très doué, en fait, il n'y a aucune chance pour que Metallica un jour regarde tes photos. Puis, de toute façon, ils en ont rien à battre. Alors, je m'en souviens en fait, ça m'avait marqué. C'était un moment où il neigeait et tout ça, et tu avais demandé sur ton Facebook Yep. tiens, il n'y aurait pas un artiste là dispo pour aller faire des photos sous la neige. Et je crois que c'est Mademoiselle K. C'est Mademoiselle K, exactement. Et alors, chance et malchance, c'est-à-dire que Mademoiselle K, elle déboule, donc c'était chez EMI. Donc, chez EMI, c'est du côté de Porte de Clignancourt. Et en gros, il y avait ça de neige, enfin il y avait vraiment 20 cm de neige, il n'arrêtait pas de neiger. Au moment où je finis de poser le micro, plus de neige, enfin il neigeait plus. On était comme ça, on se dit oh putain mais c'est vraiment pas de chance, tu vois. Les mecs du label se sont prêtés au jeu, se sont dit tu sais ce qu'on va faire, on va faire la session ensemble. Donc les mecs du label ont vraiment participé au truc et ils ont balancé en fait des boules de neige en fait à Mademoiselle K. Et en gros ça a donné une de mes sessions les plus, comment dire, alors à défaut d'être la mieux techniquement, une des plus drôles en fait. C'est-à-dire que tu t'y attends tellement pas que tu vois elle se promène puis elle se prend des boules de neige dans la tronche. À un moment tu te dis mais c'est quoi ce délire quoi. En plus toi ça s'appelait je veux pas jouer dehors. Enfin tu vois c'était assez génial quoi. Puis en plus à la fin il y a une petite fille qui demande un autographe, enfin qui veut être prise en photo. Ah, c'était un plan séquence aussi. Si ouais, c'était de toute façon la période Paris, hormis une session que j'ai faite de M et qui a été un peu le déclencheur avec l'aquarium, enfin le titre Océan, ça a toujours été que des plans séquences en fait. Et ça c'est carrément l'héritage Blogotech. Hein. Et puis c'est plus facile en plus derrière t'as pas de oui, montage. Alors, une fois que c'est filmé c'est bon quoi. Ouais, mais disons que le plus dur c'est de tenir jusqu'au bout sans que tu aies trop de plans ratés, sans que ça check trop. Enfin parce que des fois je check volontairement, mais je parle de checker genre tu veux faire un plan stable et puis en fait il l'est pas. Non, un plan séquence c'est vraiment quelque chose en soi de très difficile parce que c'est presque une question de vie ou de mort pendant que tu filmes. Après oui en montage c'est juste à synchroniser et c'est fini quoi, ça c'est sûr. Le plus gros du boulot il se fait pendant le moment où tu filmes, c'est-à-dire que faut que tu regardes vraiment tout autour de toi en même temps sans perdre ton cadre et surtout que filmer avec un 5D, quand tu veux faire un plan qui plonge, tu es obligé de plonger avec, tu vois c'est pas rien à voir avec une caméra où tu as juste à prendre ton écran. Et alors après il y a eu bien sûr le 60D qui permettait de faire ce genre de choses, mais à l'époque voilà le 5D. T'avais pas de Steadicam ou autre? Non, j'ai toujours tout fait à main levée en fait, voilà. Donc même des plans fixes comme ça, quand tu me vois faire des plans fixes, je peux rester comme ça pendant 1 heure ou 2 heures. Tu vois, pourtant je suis pas baraqué, hein, mais c'est juste que le 5D c'est une histoire d'équilibre. Une fois que tu as compris l'équilibre d'un 5D, même à 70-200, tu as un peu mal au dos, mais sans plus quoi. Tu as fait quelque chose qui a été, pour moi, un gros boom. Ouais. Tu as dit je ferme le hibou, je me casse et je vais faire autre chose. Ouais, alors comme je te dis, en 2011, ça a été super déterminant dans mon existence parce que, outre le fait que ça se passait très bien au niveau boulot, c'est que j'ai rencontré juste la femme de ma vie et je me suis dit, mais c'est ça en fait le vrai truc. Enfin le vrai truc qui va booster mon existence, c'est elle, c'est pas ce que je fais. Enfin c'est génial de rencontrer des artistes ou de les photographier ou ce que tu veux. Par rapport à ce que tu peux vivre avec quelqu'un que t'aimes et qui t'aime, ça n'a rien à voir quoi. Ce qui s'est passé c'est qu'on a fêté nos 1 an à Saint-Malo 2011 et en fait je me suis dit, quand on a posé nos pieds on s'est dit on plaque tout. Donc comme je fais jusqu'à maintenant, hein, c'est-à-dire que j'ai toujours fait ça finalement, on plaque tout et on habite ici et 6 mois plus tard on a tout plaqué, on habitait ici. Et pour moi le hibou il aurait pu continuer, mais ça aurait été un truc un peu genre géré de loin, presque par correspondance parce que c'est quand même un projet mine de rien parisiano-parisianiste, avec que des artistes quasiment tournés à Paris. Alors j'ai bien fait bien sûr 2-3 trucs à Los Angeles et tout, mais c'était très épisodique, tout se passait vraiment à Paris. Et je trouvais ça un peu bizarre que celui qui gère le site, qui en écrit à peu près 75% du contenu, puisse encore continuer à parler de choses qui se passent à Paris alors qu'il n'y est pas. Je pense que ce genre de blog, il faut le vivre à fond et pour ça, il faut être carrément dans le truc, quoi. Donc il faut être à Paris. Et quand je suis allé à Saint-Malo, 1er janvier 2013, donc pendant 1 an, toi, je me suis quand même posé la question. Le 1er janvier 2013, je lui dis je vais faire un mot. Voilà, je vais mettre carrément sur le site du hibou. Voilà, c'est fini. J'explique pourquoi. J'ai renvoyé le maximum de liens que je pouvais vis-à-vis des autres photographes pour que ça leur fasse un minimum de promo parce que voilà, ils avaient quand même vachement participé à l'évolution du projet. Et en gros, j'ai switché. Puis j'ai décidé de faire un autre projet qui s'appelle Lame de son. Pour le coup, j'ai retiré toute la partie photo de concert et j'ai gardé que ce que j'aimais vraiment faire, à savoir la vidéo. Et j'ai arrêté de faire des plans séquences pour ne faire que des plans vachement plus travaillés en filmant autant
Saint-Malo que l'artiste. Chose que je faisais déjà avec mes plans séquences. Quand je faisais mes plans séquences à Paris, je me disais il faut vraiment montrer autant l'artiste que Paris. Parce que Paris, mine de rien, c'est quand même une belle ville. Mal peuplée, mais très belle ville. Et alors que Saint-Malo, c'est cool. C'est très bien peuplé et c'est une très belle ville. Donc voilà. Et puis la mer, quoi. Voilà, la mer, je crois que j'ai jamais été mer en fait jusqu'à maintenant. Puis Saint-Malo, voilà, avec ses nuages, ses couleurs presque, tu vois, monnaie. Enfin, c'est très impressionniste ici. Et moi, ça m'a parlé complètement. Enfin, en tant que mec qui fait de la vidéo. Et un peu de photos, forcément tu es comme ça, tu te dis mais c'est super trop beau. Enfin voilà, t'as pas besoin de lumière autre que celle de Saint-Malo en fait. Voilà. Première chose qu'on m'a sorti quand j'ai annoncé que je me cassais de Paris, on m'a dit tu verras, tu tiendras pas 3 mois, personne va te suivre. Enfin voilà, ce qui est tout à fait, moi ça me semblait d'ailleurs logique. Moi j'étais en train de me dire qu'est-ce que je vais faire à Saint-Malo, peut-être que je vais finir vendeur dans un truc style dans un centre commercial. Enfin ça me dérangeait pas de changer complètement de vie en fait. Et puis j'ai vu quand même que 2-3 personnes fidèles de l'époque ont continué à me suivre. Je pense particulièrement à Ricaressa Live Music, enfin voilà, d'être comme ça, et des marques en fait. On continue à me suivre et je me suis dit c'est cool parce que la distance n'est pas un problème pour eux en fait. Ils voulaient vraiment toujours continuer à bosser avec moi. Le vrai paradoxe c'est que je ne bossais quasiment pas avec des trucs indés à Paris parce que je bossais beaucoup avec des genre avec Universal par exemple quand j'étais à Paris. Et là c'est carrément aujourd'hui le contraire qui se passe. C'est-à-dire qu'en gros c'est toutes les parties développement des labels qui sont intéressés par ce que je fais parce que justement on est en train de s'apercevoir que les développements jusqu'à maintenant en musique, en vidéo sont vachement délaissés parce que tout le monde ne veut faire que les connus parce que beaucoup de gens aujourd'hui font des blogs ou des portfolios photos, ils veulent être connus grâce à des gens connus, tu vois. Et en fait, tu vois le côté pervers, c'est-à-dire qu'en gros, tu fais pas des photos de concert parce que le concert te plaît, tu fais des photos de concert de gens connus parce que tu sais que les gens, et ça c'est tout à fait une logique qui existe, voilà, c'est quand tu fais des trucs connus que les gens cliquent. Voilà, moi je m'en aperçois quand voilà, je suis parti 3 jours avec M, ça n'a rien à voir quand je fais avec une lame de son avec Ballinger, tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, les gens, même si on est à Paris ou même si on est en France, mine de rien, si c'est connu, les gens vont voir, et si c'est pas connu, le niveau de curiosité est vachement moindre. Donc voilà. Lame de son, en fait, ce qui était vraiment cool, c'est que voilà, j'ai eu beaucoup d'artistes indés, et moi, ça m'a permis surtout de m'affranchir d'un truc que j'avais chopé, une sorte de maladie parisianiste, je crois, à savoir faire de l'indie à l'américaine, un peu ce que fait de façon la Blogothèque, mais qu'ils le font très bien, parce qu'eux, ils l'ont fait dès le départ. Sauf que moi, en ayant voulu les copier un peu au départ, forcément, je me suis imprégné de ça, tu vois. Et aujourd'hui, ça m'a permis de rencontrer des artistes que je n'aurais jamais filmé quand j'étais à Paris. Un mec comme Gaël Faure, par exemple, il fait de la chanson française, mais c'est juste merveilleux. Enfin, vocalement, c'est super beau, musicalement, c'est très anglo-saxon, c'est très très beau, le mec, il est adorable. Et ça, j'aurais eu une tendance à snobber ce genre d'artiste à Paris. Donc en fait, ici, tu vois, je suis plus du tout dans le même état d'esprit. Avant, c'était ma vie, maintenant, c'est un job, et sauf que je le fais toujours bien sûr avec la même passion, mais pas du tout avec ce côté hyper arrogant du bon goût. Tu vois, le bon goût, c'est vraiment un truc qui a disparu en fait de ma vision des choses. L'important, c'est de rencontrer des gens sympas. Voilà, les gens sympas sont plus importants que le style musical qu'ils font. Même si après, quand je peux rencontrer à la fois des gros connards qui font la musique qui me plaise, je peux rencontrer des gens très cool qui font la musique que j'aime pas, puis je peux aussi rencontrer des gens connus qui font la musique que j'aime et des gens que je n'aime pas du tout et qui font de la musique de merde. Enfin voilà, t'as toutes les possibilités. Sauf que là, jusqu'à maintenant, les groupes qui viennent vers moi spontanément ou les labels qui font de leur partie développement, ils me disent on n'ose pas trop te demander, ils m'envoient un lien, puis je me dis mais ouais, carrément, bingo quoi. Et tu vois, c'est comme ça aussi que j'ai rencontré un artiste comme Oden. Oden, pour moi, ça a été juste, mais pareil, une révélation de dingue. Le mec, il est juste extraordinaire. Enfin, pour moi, c'est un des meilleurs paroliers de cette année. Enfin voilà, il a vraiment des très très belles musiques. Ça a été réalisé par Olivier Coursier, donc de Aaron. Il y a vraiment un vrai truc. Tu vois, c'est un peu passé à la trappe parce que les gens, voilà, c'est pas le dernier Timberlake, voilà, on s'en fout. Mais musicalement, moi, je l'ai filmé dans une église pas loin d'ici, en fait, à Saint-Pierre-de-Pellegrin. Une église extraordinaire avec une acoustique mais vraiment de malade. Et on a vraiment fait le truc ensemble. Ça a duré quasiment 6 heures. La chanson fait 4 minutes 30. Mais on a juste pris à chaque fois le meilleur moment possible pour avoir la meilleure lumière possible. Et pour moi, c'est vraiment un de mes trucs les plus aboutis. Enfin, j'en ai fait plus de 700 des vidéos au total. Celle-là, c'est vraiment, voilà, c'est dans mon top 5. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, avant, je faisais partie d'un planning promo où j'étais le site numéro 35 à filmer pour la 35e fois la même chanson d'un artiste dans le même endroit. Le truc qui me saoulait un peu, tu vois. Genre, on fait vraiment un truc ensemble. Tu vois, un vrai travail d'équipe. C'est-à-dire que l'artiste est autant concerné par la vidéo que moi, j'essaie de on va dire entre guillemets, de sublimer son travail. Donc c'est super intéressant. Là, c'est un vrai échange. Alors que jusqu'à maintenant, c'était un truc un peu unilatéral et ça dépendait un peu du bon vouloir et de l'humeur de l'artiste. Voilà. Tu disais donc avant, dans la partie Rouen, tu t'en foutais un peu des photos, tout ça. Qu'est-ce que maintenant tu pourrais dire de l'essence même d'une photo? Je sais que depuis quelques temps, tu essayes quand même vachement, genre des doubles expositions, voire des triples expositions ou des trucs un peu zarbes. Nine expositions, si ouais. j'ai réussi à monter
monter jusqu'à 9 expositions. Ou des trucs flous, bougés, tout ça. Comment tu vois la photo de concert et qu'est-ce qui t'intéresse vraiment là-dedans? En fait, je suis pas un technicien dans l'absolu. J'ai jamais lu un seul manuel. Les rapports, je commence à les connaître pour la vitesse, ça. Mais bon, voilà, je suis très instinctif en fait. Le truc surtout, c'est que, à la différence de beaucoup de photographes, c'est que moi, j'ai aucune référence photographique. Et je pense que c'est ça qui a fait peut-être aujourd'hui la différence. C'est que quand il y a des gens qui te sortent des Cartier-Bresson, genre pour l'instant présent, c'est bien, c'est cool. Moi, je vois ce que fait ce mec-là. Oui, voilà, c'était joli à l'époque, il n'y a pas de souci. Moi, le vrai truc qui m'a toujours médusé, en fait, visuellement parlant, c'est ce qui se passe dans les comics et les mangas, en fait. Ils ont des traits très simples, mais en même temps très très puissants. Ils sont capables de te faire ressentir une explosion alors que c'est juste de la 2D. Et en fait, ça m'a toujours marqué, en fait. Les premières planches de Dragon Ball Z, quand il fait son caméra, et que tu vois que tu as cet effet un peu genre tout converge vers lui, c'est ce qui m'a donné, par exemple, l'envie de faire des explosooms en concert, tu vois, en me disant, bah voilà, si mon sujet il est assez précis et que tout reste explose, ça va me donner la même impression qu'un Kamehameha, tu vois. Ou alors mes plans en fisheye, quand j'ai commencé à faire des plans en fisheye, c'est parce qu'en fait il y a des planches dans One Piece où en fait il faisait des trucs à ras du sol en fisheye et ça donnait une scène de combat juste extraordinaire. Toute ma première période de Paris, j'étais vraiment très clair-obscur et ça je le dois en fait à un artiste, encore un mangaka qui s'appelle Tite Kubo et qui l'utilise vachement dans une œuvre incroyable qui s'appelle Bleach. Et en fait c'est des scènes très puissantes avec pas du tout un sens du volume, c'est vraiment très tranché, vraiment noir, blanc et genre avec quasiment pas de blanc mais tout en noir ou tout le contraire. Et là je me suis dit mais ouais, mais cette puissance des planches là, il y a peut-être moyen, même avec du Photoshop en tout cas, de retranscrire ce même type de puissance à une photo de concert. D'autant plus qu'en concert, quand même, tu es assez tributaire de deux éléments super importants que beaucoup de monde oublie, à savoir la qualité ou pas du lighteux, parce que des fois, du non-light, ça peut jouer en ta faveur, faut pas l'oublier, mais un bon lighteux, généralement, ton boulot il est à peu près fait à 60%, et puis après, la présence de l'artiste, enfin voilà, entre shooter Grégoire et puis entre shooter un mec comme Josh Homme de Queen of Stone Age, ça joue vachement à la qualité de ton cliché, quoi. Grégoire, je l'ai fait en photo, et Josh aussi, je peux te dire que ça n'a rien à voir, voilà. Et en fait, le truc, c'est que je me suis ennuyé très vite. Enfin voilà, c'est surtout ça. Quand je suis arrivé en 2006, je me suis dit, mais c'est bon, j'ai déjà fait le tour. Enfin, les photos de concert, j'ai l'impression que c'était toujours la même chose. Je regardais les autres blogs, ils faisaient la même chose aussi. Je me dis, mais putain, en fait, il n'y a pas d'autre possibilité. Et en gros, c'est là où j'ai commencé à me dire, ce que j'ai vu dans les mangas, je vais commencer à l'appliquer en photo de concert, puis on va voir ce qui se passe. Enfin voilà, sans me soucier vraiment de ce que pouvaient penser les gens qui regarderaient les photos, mais surtout pour moi, pour éviter de m'ennuyer. Parce qu'en fait, quand on te sort les 3 premières chansons sans flash, moi déjà au bout de la première chanson, j'ai envie de me casser parce que je me dis, ça y est, j'ai déjà fait le tour et surtout, de toute façon, le mieux, ça sera à la fin. Le meilleur d'un concert, c'est la fin. Le mieux, c'est quand tout le monde est en sueur, quand tout le monde est heureux, quand t'as que des visages complètement illuminés de gens, parce qu'ils ont juste vécu 1 heure de bonheur dans un monde quand même un peu pourri. C'est là où t'as vraiment les meilleurs clichés possibles, quoi. Et donc du coup, les premières chansons, tu dois faire ton taf, mais c'est pas ça le plus important en fait. Donc là, c'est là où j'ai décidé en fait fin 2006, début 2007, à faire mes pauses lentes, ainsi de suite, et ça a marché en fait. Vraiment, les gens, ils ont été un peu surpris au départ, forcément. Et puis voilà, ça leur a plu. Et puis je me suis dit, tiens, c'est cool. Et puis après, j'ai commencé à faire d'autres trucs. Alors je suis passé aussi par des trucs dont je suis pas vraiment très content, mais qui m'ont permis de progresser. Genre je suis passé par les photos HDR. Forcément, on passe tous par là. Et puis à un moment, on finit par en vomir. On se dit, mais c'est pas possible. Enfin, c'est n'importe quoi. Après, j'ai commencé à faire vraiment les doubles expositions. Et puis après, je me suis dit, ouais, mais c'est cool, mais on peut en faire peut-être plus. Et puis c'est là que j'ai eu le Mark III. Et là, le Mark III, voilà, triple, quadruple, quintuple, enfin voilà. Et puis là, il y a une photographe très cool, parce que les photographes ont une tendance un peu à garder leur secret à la con. Donc elle s'appelle Sandy Besso. Et en fait, elle m'a dit, mais attends, t'as pas lu le manuel? J'ai dit, non, j'ai jamais lu le manuel. Depuis le décès de 140, j'ai jamais lu, donc voilà. Elle m'a dit, mais avec le live view, t'as une trace fantôme de ton shoot précédent. Donc du coup, tu peux vraiment faire ton cadrage. Je dit, ah bon, on peut faire ça. Et puis là, j'ai fait ça pour M. Et donc j'ai 9 shoots. Enfin, j'ai 9 fois M dans des positions différentes, genre les 4 points cardinaux, et ça rend super bien. Et pourtant, c'est vraiment au moment de la prise de vue. Il y a toutes mes expos, en fait, il n'y a pas de Photoshop. C'est vraiment au moment de la prise de vue. Alors forcément, il faut faire 9 shots pour que ça fasse qu'un seul shot. Mais voilà, c'est-à-dire que je le fais pas après ce Photoshop, quoi. Et là, je me suis dit, mais c'est génial, j'ai vraiment trouvé mon truc. Et puis après, là, la route du rock, par exemple, que j'ai faite, il y avait Portiched. Là, j'ai fait les deux. C'est-à-dire que je fais à la fois des multi-expos et en même temps, un cliché sur deux, je vais faire une pause lente. Et du coup, à la fin, c'est presque plus du graphisme que de la photo. Mais quand pendant des années, tu as shooté, je sais pas, j'ai dû faire peut-être, je sais pas, 800, 900 concerts, enfin, ça va très vite, tu vois. Mais à un moment, faut vraiment essayer autre chose parce que tu peux pas continuer à faire tout le temps la même chose, quoi. Et puis, et quand les scènes sont très grandes, j'ai une tendance aussi à vachement montrer l'espace. J'ai toujours été fasciné par l'espace et ça, on le retrouve vachement aussi dans l'âme de son. On le retrouve aussi dans mes vidéos du hibou d'avant. Si à un moment, mon artiste ne fait que 1/15e, 1/100e de ma scène principale, je trouve que c'est vachement bien parce que ça remet un peu des échelles de valeur. On sait jamais vraiment où joue un artiste. Généralement, je te dis, les photographes de presse ont une tendance vraiment à serrer et en fait, tu vois pas ce qu'a fait le lighteux, alors que le lighteux, c'est quand même juste lui qui fait le show. Enfin voilà, quand tu regardes tu vois, j'aime
pas, hein, mais le concert de Portiched, respect à celui qui fait le travail vidéo en temps réel, plus les lumières. Enfin, c'est vraiment des tableaux de peintre. Hein. T'es comme ça, tu dis, mais putain, c'est 50% du show. Donc c'est bien un peu de leur rendre hommage de temps en temps. Je crois que je me suis démarqué par rapport à ça. C'est que j'ai toujours une tendance à privilégier le travail du lighteux que la tête du chanteur. Enfin, la tête du chanteur, je pars du principe que comme je ne suis pas le premier à l'avoir photographié, il y a déjà plein de portraits de lui. Donc ça sert à rien de refaire une redite. Tu vois. Je pense que c'est ça, en fait, en photo de concert, faut pas y aller dans un but de vouloir faire quelque chose que tout le monde a déjà fait, mais de s'éclater. Et alors, qui dit s'éclater dit expérimenter, et qui dit expérimenter dit prendre le risque d'avoir 0 photo. J'ai jamais cherché à avoir une photo de potable en fait. Je me suis dit, je fais tout ce qui me passe dans la tête. Parfois, des fois, je me trompe dans les expositions parce que tu vois, quand tu fais une pause lente, tu changes tous tes réglages. J'ai toujours shooté en mode manuel, donc forcément, tu vois, j'ai pas le temps des fois de changer. Et puis, des fois, il y a des accidents. Genre, c'est surexposé, mais genre, il reste un morceau de visage et tu dis, ah bah oui, mais ça, j'aurais jamais pu l'avoir si je l'avais pensé. Tu vois, parce que c'est le genre d'accident qui fait que la photo est bien heureuse, quoi. Est-ce que tu as une ou deux anecdotes à parler des choses un peu fun que tu as pu voir, ou des trucs le plus fou que tu as fait? J'en ai plein, mais alors, je crois que les 3 trucs les plus fous, si on se limite à 3, c'est un groupe nordique qui s'appelle Tududu, qui est en fait un groupe de rock un peu d'Agatha sans fin, tu vois. Et je me rappellerai toujours, c'était après un de leurs concerts près de Bastille, je crois qu'ils jouaient à l'OPA, un truc comme ça. Le mec, il était chaud pour faire une session, il avait vu mes vidéos, c'était une copine à moi qui me l'avait mis en contact. Et je dis, mec, écoute, voilà, on n'a pas beaucoup de choix, c'est hyper bruyant, ainsi de suite. Donc on va y aller à fond, on va traverser la place de la Bastille pendant que le feu passe au vert. Et là, il me regarde comme ça, et il me dit, mais non. Je dis, mais si, tu vas voir, ça va très bien se passer, ça va être génial et tout. Et là, en fait, il le fait. Et je sens que le mec, tu vois, il tremble. Enfin, ça se voit. Enfin, on sent qu'il n'est pas à l'aise et tout. Et en fait, l'idée, c'est de rejoindre la place de Bastille où, en fait, la copine en question était là avec ma femme et puis avec deux autres nanas. Et elle faisait des claps dans les mains. Et puis les musiciens étaient là. Et ils reprenaient la suite de la chanson après, voilà. Et donc, on fait le truc, ça se passe super bien. Et le mec, après. Il dit, mais mec, j'ai jamais autant tremblé de ma vie, j'ai trop peur et tout. C'est Tududu, je pense que le groupe n'existe même plus aujourd'hui, enfin c'était 2010 je crois. Alors après, il y a aussi des anecdotes, des rencontres. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas forcément un truc fun, mais ça a été aussi déterminant dans ma vie de maintenant. À savoir, j'ai rencontré M pour la première fois en 2011 et en fait, je lui avais demandé de faire un morceau qu'il n'avait jamais joué en acoustique, et un morceau très 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 beau qui s'appelle Des Livres, qui est un truc un peu baroque. Enfin, il y a vraiment des descentes d'accords très baroques, très très belle chanson. C'est dédié à sa grand-mère qui est morte et tout. En fait, je lui avais trouvé un endroit extraordinaire. C'est à côté de Longchamp, il y a une grotte. Et en fait, très très dur au niveau prise de son, parce que voilà, grotte plus cascade d'eau, ça veut dire que le son de la cascade rentrait dans la grotte. Enfin, au niveau de prise de son, c'était pas comme maintenant, j'étais moins bon et tout. Il y a un truc improbable qui se passe, c'est que la session est terminée. Et là, il y a clairement un mariage tunisien qui se pointe. Et genre, il y a plus de 50 personnes qui rentrent dans la grotte, alors que je l'avais emmené là juste pour qu'il rencontre absolument personne. Parce que voilà, c'est pas évident de. Enfin, filmer M dans la rue, c'est pas possible, tu vois, il est tellement connu que les gens. Voilà. Donc, et là, personne ne le connaissait, parce que vu que c'était un truc tunisien, et donc c'est pas du tout dans la culture, c'était pas du tout dans leur culture. Et là, il y a un mec qui prend la guitare de M. Et qui dit, moi je suis un super guitariste, et en fait il faut savoir que la guitare de M, elle valait 20 000 €, c'est un modèle unique avec sortie stéréo, avec des micros exprès pour lui, enfin un truc de fou. Il le fait, à ce moment-là je me dis, il faut que je filme, et là tu vois le mec il tape dessus comme une sorte de djembé, et ça, puis il fait, et puis il fait même pas des accords, il gratte seulement la guitare comme ça et tout. Et là je me suis dit, mais là je tiens quelque chose, et en fait c'est vraiment vrai, parce que quand il a vu la vidéo, il a accepté l'année suivante en fait de refaire un truc, donc Océan, où là j'ai commencé à faire du multi-caméra, où j'ai filmé à l'aquarium de Paris avec des requins, puis là tu vois je suis parti en tournée avec lui, donc tu vois, à partir d'un truc, presque une anecdote presque sans incidence, finalement, tu vois, c'est grâce à ce gratteux. Faudrait que je le rencontre un jour, je dirais, hey, mec, merci pour ton mariage tunisien dans la grotte, enfin voilà, parce que c'est grâce à ça que ça s'est bien passé. Et puis la dernière anecdote, un groupe qui s'appelle Menomena, un groupe de musique un peu indé américaine, c'était près de la Flèche d'Or, et en fait on rentre dans une rue privée, interdite au public et tout, voilà, et on se dit, qui gère cette rue-là, on aimerait bien filmer dedans. Là, on nous dit, c'est nana, elle est un peu aigrie, mais elle est pas là pour l'instant. La rue fait 250 mètres, je les emmène tout en haut et on descend, et en fait la rue elle est à peine grande comme ça, il y a des arbres, il y a des fleurs. Et là, je sors de mentir, les 40 dernières secondes, il y a une nana qui se pointe et qui dit, c'est quoi ce bordel, vous n'avez pas le droit de filmer, si je vois ça sur internet, je porte plainte. Elle court vers moi, elle m'éteint le 5D, on voit carrément que je l'éteins. Donc moi, les musiciens ne se démontent pas, ils continuent à chanter. Et en fait, moi, sur ma vidéo, vu que c'était vachement destiné à des Anglais et Américains, je dis ce qui se passe en fait, que voilà, je me fais insulter, qu'il y a une vieille dame que vous avez vu arriver à la caméra qui a éteint carrément 5D et tout. Et je rallume, et là en fait, le groupe sort, et en fait, le chanteur dit,
Thank you, Jesus loves you. Et en fait, là, ils chantent tous en chœur et ça tombe pile à ce moment-là. C'est Go Home, tu vois. Et c'était juste génial, quoi. Et on s'est dit, mais c'est juste extraordinaire. Ça, je pense que c'est un des moments les plus forts de ce que j'ai pu faire. Voilà. À force d'en faire, de toute façon, il y a des choses de malades qui se passent. Mais les champions du monde, pour ça, c'est comme la blogothèque. Parce que non seulement ils ont une sorte de chance, mais ils la provoquent tellement qu'il arrive vraiment des trucs. Tu regardes leurs trucs et tu dis, mais c'est pas possible, quoi. Là, ils en ont fait un il y a pas très longtemps. Le mec, il est carrément dans une poubelle. Et en fait, au lieu que les mecs qui travaillent pour nettoyer la ville gueulent, il joue carrément avec lui, il tape et ainsi de suite. Et ça fait un truc mais genre phénoménal. Et genre, tout le monde est content. Il y a une sorte d'allégresse qu'on voit très rarement à Paris, tu vois. Je trouve que des vidéos comme ça, quand ça arrive à Paris, il y a presque un côté thérapeutique. On a l'impression que Paris, c'est quelque chose de triste, où les gens sont un peu genre, c'est la fin du monde tous les jours. Et en fait, non, il y a quand même une bonne partie. Dès que tu les confrontes à un moment de joie, ils participent sans problème, en fait. Et ça, c'est super intéressant pour ça. Merci Rod. Bah voilà. C'était une expérience. Désolé d'avoir été aussi bavard. Hein. Voilà, je fais ce que je peux. Hein. Voilà, c'est ma première interview, donc. Voilà. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup Alors à 100% dans mes projets vidéo, c'est sur YouTube en fait, sur ma chaîne Hibou où en fait j'ai fait donc des playlists, une playlist pour le Hibou, une playlist pour l'âme de son, parce que je trouvais ça pas pertinent de créer une nouvelle chaîne, autant utiliser carrément le public que j'avais à l'époque. Et puis pour les photos, soit sur mon Facebook, sans même être ami avec moi, parce que je mets tout en public. Donc il suffit d'aller sur facebook.com/rod.maurice et puis vous voyez les photos que je mets quand je fais des bonnes photos, parce que voilà, j'en mets de moins en moins. À l'époque du Hibou, je mettais genre 20-30 photos par concert, maintenant j'en mets 2-3, donc parce que ça sert à rien d'en mettre plus en fait, tout simplement. Juste une petite dernière question. Yep. Est-ce que tu penses que le fait que tu sois une grande gueule, en suivant ton Facebook, on voit quand même que tu es comme une grande gueule. Je me suis calmé mec, depuis Saint-Malo, je me suis calmé. Tu t'es calmé, mais rien que ce que tu disais sur le fait de jeter ton pass pour le festival comme ça, est-ce que tu penses que ça t'a apporté plus dans ta vie professionnelle ou ça t'a desservi ? Alors ça m'a desservi sur un plan purement financier. Par contre, ça m'a vachement servi, je pense, en termes de réputation. C'est-à-dire qu'en gros, j'étais quand même de nature à Paris très tranché, sans prendre des pincettes. Et en fait, quand j'aimais quelque chose, les gens le savaient. Et quand des choses comme ça, comme le coup du festival, ça m'arrivait, on savait que même si c'était un peu genre, peut-être un effet un peu star, mais c'était pas sans raison valable en fait. C'est-à-dire qu'un mec qui vient te faire déplacer pendant 400 km pour juste shooter des panneaux publicitaires, non quoi, va te faire foutre quoi. Voilà, ton pass, tu peux te le garder et te le foutre dans ton cul quoi. Voilà, tu vois. Mais aujourd'hui, je dirais, bah oui, si tu me payes 500 €, je l'ai fait tes panneaux publicitaires. Toi, la différence elle est là, c'est qu'aujourd'hui, je prends ce qu'on m'offre et puis surtout, j'en ai plus rien à foutre. Enfin, dans l'absolu, la vidéo, la photo, c'est devenu un truc que j'aime faire. Mais moi, ma priorité, c'est ma femme et mon chat, quoi. Tu vois, donc voilà. Merci Rod, et on va te retrouver. On te retrouvera, je pense, dans un nouvel épisode bientôt. Cool, super, sur le monde du concert et pour donner quelques conseils aux gens pour pouvoir faire des concerts. Carrément, c'est cool. Et le truc, c'est que ça va être tourné dans 5 minutes. Ouais. Bye. Comme Rod l'a dit juste à la fin, on va le retrouver d'ici quelques semaines. Alors ce sera le 21 juin, puisque le 21 juin tombe un dimanche. Donc je me suis dit, on va parler concert, on va parler musique. Le soir du 21 juin, c'est quand même bien. Un épisode dans lequel Rod va dire un peu toutes les astuces pour faire de la photo de concert, va parler du monde de la photographie de concert, et pour tous ceux qui ont envie d'en faire, vous donner quelques astuces et vous protéger aussi de certaines pratiques de cet univers-là. Bref, on retrouve Rod dans quelques semaines, voire quelques mois même, puisqu'on arrive le 21 juin. Ce sera l'avant-dernier épisode de la saison 3 de F1.4. D'ailleurs, cet été, retour des épisodes critiques, je vais lancer les candidatures pour pouvoir être critiqué dans F1.4. Et nouveauté de cette année, je ne serai pas seul à critiquer les sites. Voilà, les annonces maintenant. Vous pouvez donc du coup retrouver l'interview de la semaine par ici. Vous pouvez vous abonner là. Vous avez les big épisodes, les épisodes payants pour pouvoir aller plus loin dans la pratique de Photoshop et de la pratique commerciale de la photo et dans la pratique tout court de la photo. Vous avez également ici les workshops auxquels vous pouvez donc du coup vous inscrire. Vous avez tout marqué ici, ceux qu'il y a en ce moment. Et du coup maintenant je vous dis à la semaine prochaine. Entre temps sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir. Les filles, vous allez adorer parce que vous allez pouvoir faire des effets girly de malade avec ça. En fait, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi probant comme façon de faire. Il faudrait vraiment que j'utilise en fait sur un mode portrait.